Bienvenue dans La Réplique. Aujourd'hui, notre premier épisode, on n'est pas tout seul, mais avant de vous présenter tout ça, Lucas, de quoi on parle aujourd'hui ? Mathéo, on va parler de films, des films qui ont impacté le cinéma, tant scénaristiquement que techniquement. Et on a la chance, comme tu l'as dit, d'être accompagné aujourd'hui par un spécialiste du métier, on peut le dire. Et oui, comme tu le dis très bien aujourd'hui, Monsieur Brewen Elec est avec nous. Prof d'audiovisuel à Media School, mais avant tout producteur de films chez Blue Hour Film, une société qu'il a cofondée, qui a récemment produit Jeter l'encre un seul jour, disponible sur Disney+, ou encore Les Silencieux dans la sélection officielle des courts-métrages de fiction aux Oscars 2024, et plein d'autres quand même. Bonjour Brewen Elec. Bonjour. Bonjour Bawen, pour reprendre sur ce que Mathéo a dit, vous n'êtes pas réalisateur ni acteur, mais producteur de films. Alors concrètement, c'est quoi un producteur de film ? Un producteur de film, c'est celui qui va tout faire pour mettre en place la production et le film. C'est-à-dire que un réalisateur a l'idée originale, un réalisateur va écrire son projet et va le proposer à des producteurs. Et le producteur, il va réunir les financements nécessaires pour faire le film. C'est un peu, comme je dis souvent, un couple des années 50, un peu à l'ancienne. C'est maman auteur, qui soit un homme ou une femme, et papa producteur. L'auteur va accoucher de son film véritablement, il va sortir de lui ce film, et le producteur va donner les moyens au projet de s'épanouir véritablement. Mais donc en gros, on va signer un contrat et on va jouir des droits de cession que nous cède l'auteur, et du coup on va l'aider à mettre en place son projet. Nous, contractuellement, on s'engage à chercher par tous les moyens possibles à lui donner les moyens de le réaliser. Donc parfois souvent les films sont très chers, et donc on va aller chercher. Alors moi j'ai pas fait de film la société n'a pas produit de film à plus de 2 millions, mais en gros on va aller chercher parfois pour des courts-métrages jusqu'à 200-300 000 euros, pour des longs-métrages jusqu'à 1,7 million, 1,8 million en fonction du projet. Voilà un petit peu notre rôle en tant que producteur. On est des lecteurs aussi des films, c'est-à-dire qu'on est parmi les premiers lecteurs, donc on va conseiller le réalisateur sur sa façon d'écrire son projet. On va l'orienter, on va faire le budget, ajuster le film au budget. Ça a été le cas récemment avec une production pour France 3, pour laquelle on est actuellement en repérage en Guyane. On n'a pas réuni autant d'argent que souhaité, on en avait suffisamment, mais pas autant. Par exemple, on veut 1,7 million, on en a 1,6 million. Il faut quand même faire des petites coupes franches, des changements, des petites concessions exactement dans le scénario. Ok, mais du coup, comme vous l'avez dit un peu, vous êtes un peu, je sais pas si on peut dire ça, mais la face cachée d'un film. Oui. Mais ça va être quoi un peu votre rôle quand le tournage va se produire ? Est-ce que vous allez être présent ? Comment ça se passe ? Alors, dans La Nuit américaine, un film de Truffaut, donc La Nuit américaine, c'est un film qui parle de comment on fait des films. Et Truffaut dit bien, le producteur n'a rien à faire sur le tournage. Et c'est une façon pour le réalisateur d'échapper à une forme de pression. Et effectivement, c'est vrai qu'en France, on a cette culture de l'auteur-réalisateur qui est très libre. Et on a d'autres façons de produire, en France aussi d'ailleurs, mais particulièrement aux États-Unis, avec un producteur qui est très présent. Moi, sur le tournage, je ne suis pas forcément là, au contraire. Je dirais même à titre personnel que c'est des moments un peu angoissants, parce qu'il y a une forme d'hémorragie, et il y a de l'argent qui fuite. Et pour le bien du projet, je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est vrai qu'on voit des sommes tomber très, très régulièrement, quasiment tous les jours. Donc. Et c'est vrai il y a quelque chose d'un peu inquiétant. Et puis il y a un autre défaut qu'un producteur peut avoir, et que je pourrais avoir tout à fait, c'est de commencer à me mêler de ce qui ne me regarde pas. C'est-à-dire que j'ai fait confiance au réalisateur ou à la réalisatrice, et donc il ne s'agit pas de faire le film à sa place et de trop conseiller.
Et donc, il y a des moments où, voilà, mieux vaut ne pas être présent, quoi. Ça peut être aussi un peu de pression aussi pour le réalisateur, j'imagine. Oui, Il y a, et puis il y a toujours, vous savez, dans un budget de film, il y a des imprévus, donc il y a toujours cette possibilité d'avoir du retard, et donc forcément, si le producteur est là, c'est très, très embêtant. Mais tout de même, je dois ajouter qu'il y a un directeur ou une directrice de production sur le tournage. Et donc cette personne, c'est notre représentant sur le lieu du tournage. Et cette personne a un rôle de surveillance, je dirais, autour du budget, de surveillance aussi, alors c'est pas la seule sur le plateau, mais de surveillance au niveau des aspects de tout ce qui est légal, en fait, sur un plateau. On a nos représentants. Quelque part, il y a un petit côté président, Premier ministre, d'ailleurs, et on a nos représentants sur le plateau pour faire en sorte que le réalisateur soit pas non plus, ou la réalisatrice, en roue libre. Parce qu'il y a des réalisateurs dans l'histoire du cinéma qui ont pété les plombs avec leur budget, qui ont tout réécrit, et alors certains, c'était génial, et certains ont tué leur film avec justement leur grain de folie, quoi. Donc on a besoin aussi des directeurs et directrices de production et de toute leur équipe sur le tournage, bien sûr. Là, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, du coup. Donc vous êtes producteur, mais vous savez quand même comment se tourne un film. Je sais qu'on en a déjà parlé ensemble. Et c'est quoi donc les grandes étapes de l'organisation d'un film Au court-métrage. Au court-métrage, Ouais. parce que ça se déroule un peu de la même manière, Oui. plus court, j'imagine. Oui, tout à fait. Tout processus de production en audiovisuel passe par ces 4 grandes étapes-là. Qu'on parle de la pub, qu'on parle d'un petit film instagrammable que d'ailleurs les étudiants peuvent faire dans leurs alternances pour leurs dirigeants ou dirigeantes. On va passer par ces 4 étapes qui sont l'écriture, la pré-production, la production et la post-production. Voilà, c'est les 4 grandes étapes de fabrication du film. Le premier temps, qui est le temps d'écriture, c'est un temps qui peut être très long. Parfois les auteurs viennent nous voir avec des projets qu'ils façonnent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et parfois même plus encore. Il y a des projets parfois que les auteurs travaillent depuis 10 ans. Alors je ne pense pas qu'ils les travaillent tous les jours depuis 10 ans, mais il y a 10 ans, ils ont eu l'idée, ils ont commencé à travailler dessus. Pour X raisons dans leur vie professionnelle, ils se sont mis à faire d'autres films avant de faire ces films-là. Donc les films se sont rangés dans les fonds des tiroirs, et puis ils ressortent de temps en temps, et puis voilà. Donc le processus d'écriture peut être très long chez les auteurs. En tout cas, quand ils arrivent dans les sociétés de production, les auteurs, quand ils se sentent mûrs, ils ont un projet qui est terminé. Moi, je sais pas, j'ai pas forcément conscience du temps que ça leur a pris de nous amener ça. Mais à partir du moment où ils passent par nos fourches codines, à partir du moment où nous, on signe un contrat de cession de droits d'auteur, c'est très variable en fonction des films, mais on peut dire qu'en moyenne, sur un temps de développement, je parle pas de production, hein, de développement, donc c'est-à-dire on va finir l'écriture, commencer à travailler le casting, les repérages, etc., aller un petit peu plus loin dans le travail en direction de la production, ça peut durer jusqu'à 2 ans. Donc ça peut être assez long. Et je dirais que parfois il n'y a pas trop de différence, alors que c'est plus court, hein, dans cette étape d'écriture, entre le court-métrage et le long-métrage. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. J'exagère un petit peu, mais pas tant que ça, hein. Ça se joue sur des glissements de 6 mois, donc c'est pas tant que ça. Une fois que l'écriture est terminée, on va passer dans une autre étape de pré-production, où là on va pas simplement envisager les comédiens, mais se mettre en démarche pour signer des contrats avec eux. Donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. On peut très bien prévoir d'avoir Jean Dujardin, avoir une lettre d'accord. Hein, d'ailleurs, et parfois ils nous signent des lettres d'accord, ça va nous aider à obtenir des financements. Et puis parfois ils ne sont pas disponibles au moment où on tourne. Et il faut soit les attendre 1 an ou 2 ans parfois, soit décider de changer le casting. Donc mine de rien, tout ça se fait pas en quelques claquements de doigts, en quelques instants. On va fixer aussi les décors, c'est pareil, hein, on envisage des décors, on a pris des photos, mais
Faut-il encore que ces décors soient disponibles? Quelle est la réalité du fonctionnement, de l'utilisation de ce lieu qu'on va... Quand je prends notamment un ferry dans lequel on a tourné, c'est pas si évident de tourner sur un ferry. Et louer un ferry totalement, c'est hors budget pour l'économie d'un court, et c'est très très cher pour l'économie d'un long aussi. Donc voilà, il va falloir travailler tous ces éléments-là, et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est tout ce temps de pré-production. Et dans ce temps de pré-production aussi, on va boucler les derniers financements, puisque on est allé chercher tous les partenaires pour faire le film. Et puis arrive le temps de la production. Et là, c'est le moment du tournage, donc. C'est le moment de la dépense de tous les fonds qu'on a collectionnés, justement, collectés. Et puis arrive le quatrième temps de la post-production, qui est un temps beaucoup plus cool, qui est un temps de moquette et de thé et café chaud, tranquillement, devant un ordinateur. C'est un peu plus lent, le temps du montage, c'est un peu plus pantoufle, quoi. À côté de la folie du tournage, de l'espèce d'ouragan incroyable qu'est le tournage. C'est d'ailleurs pour ça que on est très très vigilant sur les questions de harcèlement sexiste et sexuel, parce que dans cette euphorie, les dérapages arrivaient particulièrement. Et alors maintenant, on est très très précautionneux sur ces sujets-là, et c'est très important que tous les travailleurs et travailleuses se sentent sécurisés sur un tournage. Vous connaissez sûrement un rayon bien plus que nous, c'est sûr et certain, en termes de réalisateurs et d'acteurs de cinéma. Et est-ce qu'il y a des acteurs ou des réalisateurs que vous aimeriez bien travailler avec ces acteurs-là ou Alors, moi, en tant que producteur, je suis pas directement avec les acteurs. C'est le réalisateur qui travaille avec eux. Et puis, il m'est arrivé d'engager des acteurs ou actrices connus qui, parce que c'était une production un peu plus cheap et court-métrage, qui donnaient pas le meilleur d'eux-mêmes non plus. Donc il y a des personnalités qui m'ont parfois déçu, alors que à l'écran j'avais vibré avec eux. Des réalisateurs, c'est pareil. C'est pareil. Donc il y a un duo qui se fait entre le producteur et le réalisateur, et c'est des duos qui sont difficilement cassables. Alors il y a des divorces parfois, mais si j'avais une baguette magique et je faisais ce que je voulais, alors je vais être un peu old school, mais j'adorerais travailler avec Scorsese. J'aurais adoré bosser avec lui, moi, évidemment. Si je pouvais, avec ma baguette magique, j'aurais tellement... alors à la fois j'aurais détesté, je pense, et en même temps j'aurais voulu rien que le voir dans son travail avec son producteur, ses producteurs, travailler avec Stanley Kubrick. Mais c'est pareil, je pense qu'il faut être un peu sadomaso pour bosser avec Kubrick, parce que c'était un drôle de loustic. Aujourd'hui, il y a Céline Sciamma, par exemple, me fascine absolument. Ça fait partie des réalisateurs que j'apprécie aussi. Dolan aussi, j'aimerais voir un peu comment il fait. Espèce de petit génie fonceur comme ça. Et donc voilà, ça c'est des auteurs avec qui j'aimerais beaucoup travailler, parce que d'abord je suis très curieux de savoir comment ils bossent pour de vrai, entre l'image qu'on s'en fait, et puis ce qu'on lit dans les interviews, etc. Enfin voilà, moi il y a quelque chose qui me plaît particulièrement dans l'élaboration d'un film, c'est d'avoir des échanges assez profonds sur le geste que veut réaliser le geste cinématographique que veut réaliser le réalisateur ou la réalisatrice. Je me souviens, quand j'étais au lycée, par exemple, j'entendais les profs de français qui faisaient dire des choses aux auteurs des poésies, et j'étais là en me disant, est-ce que le poète a vraiment voulu dire ça? Je pense qu'on s'est tous posé la question. Et c'est assez génial d'être avec l'auteur ou l'autrice pour pouvoir justement lui poser pas mal de questions sur son film, pour voir jusqu'où son film a été pensé, impensé, où est-ce qu'il y a des impensés, où est-ce qu'il y a une part de magie, etc.
Et donc ça, c'est la partie la plus, je trouve, la plus fascinante du boulot, quoi. C'est assez génial de avoir ces échanges-là. Pour ma part, j'aimerais savoir si tu as un top 3, top 5 de films. Alors, je ne saurais pas comment les placer dans le podium avec la médaille Oui, d'or, peu importe. d'argent, tout ça, mais il y a Amarcord de Federico Fellini. Qui me fascine, que j'ai vu à une période adolescente. Et voilà, il y a un discours justement sur l'adolescence, le rapport du héros avec les femmes. Bon, voilà, c'est assez rigolo. Tout ça sur un fond moins drôle de montée du fascisme en Italie. Mhm. Et donc voilà, ce film Amarcord est assez dingue de liberté aussi. Il y a ce personnage du grand frère qui est à l'asile et qui est complètement à côté de la plaque. Voilà, il y a un portrait de l'Italie de cette époque-là que je trouve assez génial et plein de trouvailles cinématographiques qui ont rebondi après dans l'histoire du cinéma. Mais sinon, il y a évidemment Scorsese qui m'a marqué. Je pense là encore. Pour moi, hein, c'est des claques. Je pense à Taxi Driver qui m'a mis un coup quand j'étais gamin. Il y a aussi chez Doyle Trainspotting. Mais voilà, Okay. c'est un film qui correspond à ma génération. Et puis, en continuant dans... Alors lui, c'est un anglais, mais en continuant dans les anglais anglo-saxons et les américains. Tarantino, évidemment. Pulp Fiction, ça a été... mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est quoi ce truc ? J'avais vu Reservoir Dogs, je crois, sur Canal+, et j'étais étonné par l'écriture à la fois moderne et classique de Tarantino. Et alors, quand je suis allé voir Pulp Fiction... les frères Cohen aussi, bien sûr, je pense à The Big Lebowski, voilà. Bon. C'est vraiment le cinéma de ma génération aussi. En français, plus jeune, c'était Clapiche qui m'avait fasciné avec un film qui s'appelle Chacun cherche son chat. Je pense qu'il y a un truc avec le cinéma, c'est que le cinéma est véritablement générationnel. C'est-à-dire que, grosso modo, tous les 10 ans, 15 ans, je sais pas, on a des nouvelles générations d'auteurs qui... épouse véritablement l'époque et qui arrive à tendre un miroir suffisamment crédible à la société. Et du coup, la jeunesse s'en empare, votre génération typiquement, et ça devient vos films préférés. Et donc, chaque génération a un petit peu emporte avec elle son histoire du cinéma et ses meilleurs films, quoi. Mais évidemment, je pourrais citer Chaplin aussi, je pourrais citer Hitchcock. Il y a un film très récent que j'ai adoré, que j'ai vu dans des conditions proches du cinéma, mais pas le cinéma, que j'ai vu avec une bande de potes et des gens, des amis d'amis, donc des gens que je connaissais pas, sur un grand écran, qui s'appelle After Sun. Et donc, c'est un film qui m'a vraiment déchiré le cœur, très récemment, qui a eu des Golden Globes, qui a un acteur qui doit avoir, je sais pas, vous avez quel âge, 22 ans, 21 ans 24. Ah oui, non, 19, d'accord. C'est pas la Bon, il a même. 10 ans de plus que vous. Voilà, il y a un acteur qui a une petite dizaine d'années de plus que vous, moins d'une dizaine d'années de plus que vous. Il doit avoir 26-27 ans. Et qui est bouleversant dans ce film. Absolument bouleversant. Et c'est une réalisatrice, Charlotte Wells, une réalisatrice écossaise qui l'a dirigé ce film. Et j'ai été scotché. Pourtant le film est lent, pourtant il se passe pas grand chose dans le film. Mais il y a de telles émotions, ça m'a... rien qu'en parler, ça me fout les poils encore. Il y a un style vraiment qui vous correspond, ou vous êtes client à fond, vous êtes vraiment fan de ce style de cinéma. À titre perso, professionnellement, je n'ai pas d'autre boussole que mon cœur. Donc ça peut aller dans n'importe quelle direction. Je cherche la qualité avant tout. Mais j'ai un péché mignon pour tout ce qui est fantastique et horreur. Là, j'ai été biberonné depuis mon plus jeune âge à ça par mon cousin, qui se trouve être le président et fondateur d'un festival qui s'appelle Court-Métrange à Rennes. Je ne sais pas si vous en avez entendu Ça parler. me dit aussi quelque chose. Des affiches un peu bizarres dans Rennes. Et ça a lieu à l'automne, ce festival, sur des périodes un peu autour d'Halloween et tout ça. Et donc, j'ai vu tous les Dario Argento, tous les Romero, le cinéma fantastique italien. J'ai vu avec lui... n'importe quoi, même les Chucky, les Griffes de la Nuit, les Freddy, toutes ces séries-là cultissimes du cinéma fantastique, et des choses
beaucoup plus violente aussi. Et alors, j'ai eu une forme de dépucelage cinématographique un peu dur. Je vais voir le Silence des agneaux. Je savais pas trop ce que j'allais voir et j'avais 11 ans. Et ma cousine m'entraîne là-dedans en disant mais si, t'as déjà vu plein de films d'horreur avec moi, avec Steven, c'est pas grave, allez viens, on y va, pouf pouf. Donc j'y vais, je sais pas trop ce que je vais voir. Et arrivé au guichet, on demande 2 places pour le Silence des agneaux. Et là, la guichetière nous dit mais vous avez quel âge ? Alors on se dit on est grillé, on va pas rentrer dans le cinéma, on a 11 ans, le film est interdit aux moins de 16 ans quoi, donc c'est no way quoi. Vous avez quel âge ? Et puis on a un peu cramoisi, on dit on a 11 ans. Ah oui. Vous avez le droit à des réductions en moins de 12 ans. Hein. L'enfer. Et donc on est rentré comme ça avec nos billets, avec des réducs moins de 12 ans pour un film interdit aux moins de 16. Et alors là, à 11 ans, ce qui s'est déroulé devant mes pupilles et rétines, là j'étais, mais j'ai fermé les yeux à certains moments, comme dans un manège de la fête foraine, quoi. C'était waouh. Bref. Mais ouais, le cinéma a cet effet-là, cette force-là. Le cinéma, pour moi, c'est regarder un film dans le noir, que ce soit un film romantique, fantastique, ce que vous voulez, dans un écran suffisamment grand pour nous permettre une immersion. Le voir d'un coup, c'est-à-dire que on peut décider de partir parce que le film nous plaît pas, mais claquer la porte en plein milieu d'un film, c'est quand même assez rare. Ça m'est arrivé, mais c'est quand même assez rare. Alors que maintenant, avec Netflix, je veux dire, il y a Uber Eats qui arrive et on coupe tout. Et donc, bon, bref. Donc, le regarder d'un coup et le regarder avec des inconnus. Ça décuple mon plaisir parce que ce qui est inquiétant devient plus en plus inquiétant parce qu'on ne sait pas comment les autres réagissent à ça. Ce qui est drôle est d'autant plus drôle parce que les gens se marrent. Il y a toujours un couillon, une couillonne qui a un rire pas croyable qui fait marrer toute la salle. Et donc, je trouve que la réunion de l'ensemble de ces phénomènes décuple le plaisir du cinéma par rapport au temps sur un petit écran télé ou ordi, quoi. Mais du coup, ok, le fantastique, on va dire, slash horreur, est-ce que vous avez des réalisateurs qui sortent un peu de l'ordinaire, de la masse, par leur style, est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête ? Je pense à Suspiria. Okay. Je sais pas si vous l'avez en tête, je suis en train de retaper pour vérifier la date. 77, voilà. Suspiria de Dario Argento, c'est un film fantastique absolument incroyable. Funky, horrifique, enfin, comment est-ce qu'ils font ça, je sais pas, voilà, il y a un gros mélange de sons un peu prog, un peu disco-funk, ouais, c'est fou, il y a des bleus, des rouges qui sont, c'est très dérangeant comme film, et c'est des films, on a la figure du clown qui est beaucoup revenue, on a le zombie qui est beaucoup revenu, et là c'est les sorcières. Et voilà, c'est curieux la façon dont ils traitent ce thème-là, et voilà, je suis absolument fou de ce film. Et chez Dario Argento, il y a un autre film que je trouve complètement dingue avec sa fille, qui est complètement dingue dans les années 90, qui s'appelle Le syndrome de Stendhal, qui est complètement fou. On a parlé de style de cinéma, etc. On va revenir sur les réalisateurs. Est-ce que pour vous, il y a un réalisateur ou un film qui a véritablement changé l'industrie du cinéma dans la façon de filmer ou dans la technique ? On en a parlé un peu tout à l'heure avec, par exemple, Avatar. On sait que ça a beaucoup changé, notamment au niveau de tout ce qui est CGI, etc. Mais est-ce que dans, je sais pas, en termes de scénario, en termes d'effets, il y en a qui ont vraiment apporté un nouveau, un plus en cinéma technique ? Bien sûr. Est-ce que vous, il y en a un particulièrement qui vous ça a marqué plus que les autres? Je pense que Tarantino a eu un effet un peu disruptif dans un peu de tabula rasa, aussi paradoxal que ça puisse paraître, dans la façon d'écrire des films. Pourtant, il ne fait que reprendre et emprunter, mais évidemment avec sa patte. Je pense qu'il y a un avant et un après Tarantino dans l'écriture des films. Et ça, je l'ai vécu. Ce que j'ai vécu aussi, en dehors d'Avatar et de Star Wars, évidemment, qui sont dingues sur les effets spéciaux. C'est sûr que
ça a révolutionné l'histoire du cinéma et la façon de faire des films. Ou même sans parler forcément, pourtant il y en a des effets spéciaux, mais à moindre mesure des Indiana Jones, en fait, l'arrivée des blockbusters, l'arrivée de la production de ce genre de projet, c'est quelque chose que j'ai vécu effectivement dans l'histoire du cinéma, qui arrive dans le courant des années 80, 90. Non, alors après, rétrospectivement, et sans l'avoir vécu parce que j'étais pas né, mais en ayant vu les films après, je peux prendre Méliès par exemple. Georges Méliès, évidemment, là, le voyage sur la Lune, c'est une claque incroyable. Même encore, vous pouvez le retrouver en intégralité, je crois, sur YouTube, en recolorisé. La façon dont il fait disparaître des champignons géants, il fait des choses folles pour l'époque. Ouais. Méliès, c'est un immense magicien et truqueur. C'était un magicien, de toute façon, à l'origine. Donc c'est marrant de se dire qu'un des premiers cinéastes était un magicien avant. Donc quelque part, il y a une filiation entre la magie et le cinéma depuis ses fonds baptismaux. Donc là, on est dans les années 20 et un travail sur les décors qui est incroyable, quoi. Je me souviens aussi de l'arrivée des premiers grands mangas. Je pense à Akira, bien sûr. Oui. Akira. Alors, quand j'ai vu Akira et Ghost in the Shell aussi, c'est les premiers mangas qui arrivaient en Europe. Mais Akira en premier lieu. Et j'ai un de mes bons copains qui est le fils de l'ancien directeur d'un cinéma à Rennes, au Colombier, qui avait fait des pieds et des mains pour que son père programme Akira dans la salle à Rennes. Et il avait fait pour son fils, il avait ramené le film. On fera 2-3 séances, et puis c'est pas très grave. Alors, le film est resté je sais pas combien de temps à l'affiche. Il a fait du fric à fond avec ce film. Il a bien fait d'écouter son fils, quoi. Et on n'était pas bien vieux à l'époque, on devait avoir 15-16 ans, un truc comme ça. Et les films japonais, les mangas, les dessins animés, là, c'est incroyable aussi. On aura une petite dernière question pour clôturer tout ça, on va dire. On parle beaucoup du passé. Pour vous, c'est quoi un peu parler de technologie ou de ce genre de choses qui vont potentiellement changer aussi l'industrie? C'est quoi un peu votre avis sur le futur du cinéma? Déjà, on voit il y a plusieurs cinémas qui s'expriment en même temps. On voit ces fameux blockbusters, ces films soutenus par les plateformes. Donc l'arrivée des plateformes a été aussi disruptif. Et puis des premiers films moins gloutons en fric, mais je pense à Grave de Julia Ducournau et ce film s'est fait avec peu de moyens. Alors voyez-le, c'est un film pas fantastique, mais un thriller d'horreur assez dingue, assez dingue. Et donc c'est des films qui coûtaient pas très cher. Bon, en tout cas, l'avenir du cinéma, c'est ces différents écosystèmes. L'avenir du cinéma, c'est évidemment avec les plateformes. Je pense que on peut pas faire sans. Et on a vu aussi les plateformes revenir en arrière par rapport à leur discours du tout plateforme. D'abord, on a tordu le bras à Netflix et notamment au Festival de Cannes où on leur a dit les avant-premières, c'est au cinéma. Vos films doivent avoir une vie au cinéma, pas que sur les plateformes. Et au début, Netflix était très réticent puisqu'ils tenaient absolument à leur modèle uniquement sur la plateforme. C'était une marque de fabrique et c'était innégociable. Et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un peu de fric à se faire et qu'il y avait une complémentarité entre leur plateforme et le cinéma. Donc les plateformes sont l'avenir du cinéma, enfin sont une partie de l'avenir du cinéma, mais on ne va pas tuer pour autant l'écran et le ticket de cinéma. Ça, c'est clair. Et puis évidemment, comment ne pas parler d'avenir sans parler d'IA? Ça, c'est clair. C'était impossible de passer à côté du sujet. Et se pose des tas de questions, parce que si on fait faire un scénario à une IA, à qui appartiennent les droits d'auteur? Au fondateur de la solution technologique? À celui qui met le prompt? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a un vrai vide juridique qu'il va falloir combler parce que il y a un bel appel d'air un peu délirant, mais bon, il va falloir quand même raison garder et trouver des solutions juridiques. Il se pose plein de questions, notamment vis-à-vis des ayants droit et vis-à-vis des comédiens. Je pense à, je sais pas moi, des comédiens décédés. Carrie Fisher, par exemple, la comédienne qui joue Leia dans Star Wars, elle finit pas le film et elle finit pas la trilogie, elle meurt. Sa fille jouait dans le film mais des tout petits rôles et sa fille va jouer le rôle de sa mère et on va mettre sur son visage tout le système du deepfake pour continuer à avoir Carrie Fisher.
À l'époque, dans un mouvement créatif comme ça, on se pose pas de questions parce qu'on a la fille de Carrie Fisher qui a quelque part aussi dédié sa vie à Star Wars. Donc je pense que dans ses dernières volontés, elle était OK pour tourner, il n'y a pas de souci. Donc OK, je veux bien tourner morte, quelque part, c'est complètement fou, mais voilà. Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour la création ? C'est-à-dire que c'est fini pour les jeunes premiers, les nouvelles gueules, on va prendre que des vieilles gueules qu'on va faire durer comme ça. On peut prendre Brad Pitt quand il avait 20 ans ou 30 ans, donc il n'a pas la même gueule aujourd'hui, ou Brad Pitt quand il a 50-60 ans maintenant, et on le fait durer aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait des acteurs de 5... Enfin, voilà, ça pose une vraie question. James Dean, voilà, il a une super gueule, ok, très bien, on le met dans un nouveau film. Là, on a vu des ayants droit d'acteurs décédés qui acceptent que on utilise l'image de leurs parents. Enfin voilà, il y a de la création à faire aussi avec ça. Faut pas non plus couper toute forme de création, mais tout de même, faut laisser la place aux jeunes, quoi. C'est difficile de faire sa place quand on est jeune. C'est toujours un sujet, quel que soit le domaine dans lequel on veut rentrer. Mais si en plus les vieux sont immortels, alors comment on fait, quoi ? Là, c'est pas possible. Donc on s'en sort plus. L'IA, je pense que c'est un bienfait. C'est pas qu'une connerie, c'est un outil. Donc on va pas cracher sur des nouveaux outils. C'est complètement débile. Mais par contre, il faut être capable de les critiquer et surtout de les encadrer. C'est que le Japon a pour le coup, lui a été très radical sur ce sujet-là. C'est que vu que ça met aussi en péril beaucoup de métiers, notamment le doublage. Et le doublage au Japon, c'est quand même principal, puisque avec le nombre d'animés qu'il y a, etc., c'est quand même un métier qui est important, qui est important. Et en fait, ils ont décidé que tout ce qui comptait de l'IA ne pouvait pas être monétisé. Donc c'est-à-dire un animé dans lequel le scénario comptait de l'IA ou un doubleur justement où sa voix a été faite par IA, et ils n'avaient pas le droit de toucher d'argent dessus. Ok. Donc c'est une manière aussi d'encadrer. Bon, après c'est très radical aussi. Donc il y a aussi des choses, je pense, ça pose question. Mais c'est le plus compliqué dans les prochaines années, c'est de réguler cette chose. C'est un chantier que nos députés européens ont ouvert en 2023. Et les conclusions, je pense, vont arriver en 2024 si d'autres sujets géopolitiques ne débarquent pas pour repousser ces travaux-là. Mais il y a une réflexion juridique et légale, du coup. C'est les créateurs des lois, les députés et les eurodéputés. Donc il y a une réflexion là-dessus. C'est des débats où l'Europe est assez... finalement, c'est drôle. C'est les États-Unis et la Chine, le Japon, l'Asie du Sud-Est qui sont très créatifs sur ces questions-là. Et c'est souvent le vieux continent qui vient mettre de l'ordre dans tout ça. C'est-à-dire que le droit d'auteur et Google et YouTube et tout ça, c'est pareil, il y avait un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Et puis l'Europe est venue mettre de l'ordre dans tout ça. Il y avait des lobbying qui se sont mis à bosser, évidemment, qui n'ont pas voulu qu'on légifère sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, c'est admis et finalement, même eux aussi ont tendance à dire que si, c'est pas si mal finalement. Voilà, c'était dur à avaler sur le moment, mais voilà. Ça coupe court à tout un processus, un élan en fait, mais des fois c'est nécessaire. Ah oui, sur retrouver la chaîne des droits, c'est quand même la moindre des choses, quoi. Parfait. Je crois qu'on a un peu fait le tour du sujet. Merci encore. Très léger. Merci beaucoup en tout cas. Merci. T'es venu partager ton expérience. C'est bien, on a fait le plein de films à regarder, nous. Oui, cool. c'est cool. Des choses à faire. Bonne séance alors. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Et nous, on va continuer. En tout cas, c'était super intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Moi, j'ai vraiment apprécié l'interview. Ouais, moi perso, je vais aller regarder tous les films de Fellini. Comme tu l'as dit, trop cool d'avoir quelqu'un de l'industrie qui nous partage un peu les coulisses du cinéma, c'était vraiment cool. Ouais, franchement, un grand merci à Brewen d'avoir accepté de venir. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir partager un moment avec quelqu'un qui fait partie du milieu. C'était vraiment gentil de sa part. On va conclure par ces derniers mots. En tout cas, merci d'avoir écouté ce premier épisode de La Réplique et on se retrouve dans un prochain épisode, sûrement avec un autre invité, peut-être acteur, on sait pas encore, ou alors peut-être qu'on sait. Et comme toujours, c'est dans la boîte.